Amis Oui, auditeurs, bonsoir. J'ai grand plaisir de vous retrouver ce soir avec à mes côtés, comme vous savez, comme d'habitude, pratiquement toujours Pascal Mas, qui est conseiller diplomatique, spécialiste des BRICS. Bonsoir Pascal. Bonsoir François. Et nous avons en duplex maître Philippe Deveul. Cher Philippe, bonsoir. bonsoir François, merci de Qui votre est, accueil. qui est avocat, qui est un avocat notamment engagé dans des causes, notamment contre le terrorisme, pour les libertés politiques, et qui est également un analyste international reconnu sur les questions européennes et sur les questions mondiales. Donc nous allons aujourd'hui articuler notre émission autour de trois thèmes principaux. Le premier, c'est les municipales, et nous verrons notamment les municipales, puisqu'il s'agit du journal de l'international, sous l'angle notamment des influences étrangères et notamment des villes, des civils qui sont passés sous la coupe de la France insoumise. Nous évoquerons ensuite, bien sûr, pendant une bonne partie de notre émission, la guerre actuelle au Proche-Orient, notamment la guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran, mais les conséquences au Liban, les conséquences également dans les monarchies du Golfe, et puis éventuellement les conséquences en Europe, avec, pour terminer, notamment un moment où nous évoquerons la guerre de l'énergie qui se projette aujourd'hui dans nos vies, dans nos pays. Alors, je voudrais revenir sur les élections municipales. Pourquoi? Parce que un certain nombre d'individus ont été élus sous la coupe de la France insoumise et n'ont jamais caché, notamment, que leurs allégeances n'étaient pas forcément des allégeances qui se plaçaient sous un drapeau tricolaire. On a vu à Roubaix, notamment, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, à La Courneuve, et à Saint-Denis, notamment, les drapeaux palestiniens, voire des drapeaux algériens. Souvent, la remarqué, c'était souvent des drapeaux algériens. Je n'ai pas vu de drapeaux marocains et tunisiens qui ont été déployés. Parmi tous ces nouveaux maires dits de la France insoumise, d'ailleurs, on remarquera au passage qu'il est assez curieux que le seul parti qui porte le nom de France, c'est celui qui s'en démarque le plus, notamment en France, peut-être pour faire rappeler notamment qu'il demeure un parti à défaut français, mais du moins exerçant en France. Il y a un personnage qui s'appelle Abdelkader Larmar, qui a été élu, qui était député de la France Insoumise, député qui a été élu maire de Vaux-en-Velin. Celui-ci s'est fait remarquer de façon sinistre à l'Assemblée nationale, déjà en insultant Anne Mansouri, jeune députée française brillante de l'UDR d'Éric Ciotti. Je salue d'ailleurs au passage l'élection brillante d'Éric Ciotti à Nice, et qui avait qualifié Anne Mansouri de caution, mais en commission également a qualifié, je cite, les harkis de traîtres, ce qui est d'une part est une méconnaissance de la langue arabe, ce qui voit bien que ces individus qui prétendent avoir des racines les cultivent pas ou les cultivent mal. Harki ne va pas dire traître, mais ça vient de harka en arabe, qui veut dire les engagés, notamment. Donc cet individu avait été véritablement la porte-parole du gouvernement algérien, gouvernement issu des terroristes du FLN, gouvernement parmi les plus corrompus du monde et qui n'hésite pas à faire feu sur sa propre foule lorsque lorsque celui-ci se trouve en danger. Donc on a véritablement en France aujourd'hui des enclaves qui se sont développées, qui sont sous la coupe de la France insoumise, et dont on peut penser qu'elles joueront notamment d'une façon non négligeable le rôle de relais justement de pays étrangers, notamment en premier lieu de l'Algérie. Pascal Mas, que vous inspire, vous, notamment ces résultats des élections municipales, notamment en termes d'ingérence étrangère? Je constate quand même qu'on essaye de parler d'ingérence étrangère. On le verra peut-être avec Philippe Deveul qui concerne la Russie. Je ne vois pas en quoi la Russie, ni même la Chine ou qui que ce soit, ou la République du Vanuatu a établi une véritable influence étrangère dans les élections. Mais Pascal Mas, que vous inspirent, vous, ces élections en termes d'éventuelle ingérence étrangère? Alors merci François pour m'avoir invité une fois de plus, c'est toujours un plaisir. Et vous avez mentionné l'influence de LFI dans cette élection en marquant le fait qu'il donnait une priorité à des gens d'origine étrangère. C'est pas tout à fait le cas. Vous voyez, vous comme moi, nous avons été élus en Seine-Saint-Denis il y a quelques années. Et avant le premier tour, j'ai lu attentivement la composition de toutes les listes de toutes les villes de la Seine-Saint-Denis. Je dis bien de toutes les listes, quelle que soit leur tendance, et dans toutes les villes. C'est aussi bien le Raincy que Sevran. Et j'ai été frappé par le nombre de patronymes d'origine étrangère, principalement africaine et nord-africaine,
qui n'était pas le cas lors de l'élection précédente de 2020. Il y avait toujours eu des gens qui étaient d'origine étrangère, qui étaient français, qui avaient gardé leur nom d'origine, mais qui étaient français depuis des générations. Et il y en avait quelques-uns, on allait dire à peu près peut-être 20%. Mais là, par exemple, sur les listes de Montreuil, puisque bien évidemment, moi j'étais élu à Montreuil, donc je suis toujours attentif à ce qui se passe dans mon ancienne commune. Là, sur certaines listes, j'avais l'impression que c'était l'élection de la mairie de Bamako. Mais est-ce que... ouais, alors je rappelle que Montreuil est jusqu'à preuve du contraire, je crois, la deuxième ville malienne du monde. Alors, c'est la première ville malienne en dehors du Mali, en effet. Deuxième ville, je ne crois pas, parce que il y a quand même Kay et Djenné qui ont quand même beaucoup cru au cours de ces dernières années. Mais il est un fait que quand on dit Montreuil au Mali, tout le monde sait où c'est. Mais finalement, vous parlez de personnes d'origine étrangère, mais est-ce que finalement, c'est pas le reflet de la population de Seine-Saint-Denis? La population d'origine étrangère immigrée ou française d'origine étrangère, c'est-à-dire ou née en France ou née de parents étrangers, il est quand même largement majoritaire. C'est un reflet quand même de la composition de la population. Alors, vous avez raison, mais là, ce qui m'a frappé plus particulièrement, c'est que la Seine-Saint-Denis, en effet, est un département où il y a eu beaucoup de migrations, déjà intra-françaises, notamment des Bretons au 19e siècle, mais aussi des gens venus d'ailleurs. Mais on ne voit plus de noms espagnols, portugais, italiens, polonais ou autres. Vous voyez, c'est ça qui m'a troublé, le fait de voir que sur ces listes de tous les partis, je le dis bien, que ce soit sur les listes LR, que ce soit les listes LFI, gauche, machin chouette, là, de rabibochage, ou sur les listes d'extrême gauche, on a une majorité sur certaines listes dans certaines communes de noms à consonance africaine et nord-africaine, c'est tout. Bon, et ça se trouve, ce sont des gens très sympathiques, tout à fait compétents et agréables, mais ça trouble, quoi, c'est tout. C'est-à-dire que je ne vais pas refaire le Zemmour avec les prénoms, mais je dis que ça fait bizarre quand même. Alors justement, maintenant parlons de façon concrète de ces maires élus. Notamment ce fameux maire à Vaux-en-Velin, Abdelkader Lardar, je ne sais plus trop, justement, qui lui a démontré, a insulté les harkis, littéralement ces Français qui ont pris les armes. Je rappelle que on célèbre malheureusement le 19 mars 1962 de façon officielle depuis la présidence de François Hollande, et qu'entre le 19 mars 1962 et le 5 juillet, jour effectif de l'indépendance algérienne, 150 000 harkis ont été massacrés par le FLN dans les conditions les plus atroces, et 10 000 pieds noirs ont été enlevés et vraisemblablement assassinés, puisqu'on les a pas, on les a pas retrouvés. Et que notamment ce type d'individu soit aujourd'hui maire, qu'est-ce que ça peut avoir concrètement comme conséquence dans les 6 années à venir? Alors, que ce soit les maires ou que ce soit tous les élus de conseillers municipaux, où il y a une influence qui est très importante, parce que peu de gens l'ont remarqué. Une l'a très bien rappelé d'ailleurs il y a quelques jours, c'est Sophia Chikirou, c'est que tous ces élus, ces conseillers municipaux, vont devenir électeurs sénatoriaux. Donc la région parisienne ne vote pas cette fois-ci, ça vote dans 3 ans. Notamment beaucoup de gens qui sont parmi eux binationaux, parce que je suppose qu'il y a notamment même parmi les maires nouveaux élus, alors ça c'est une information à vérifier, il y en a éventuellement certains qui pourraient être binationaux, parce que je rappelle que s'ils sont nés en France de parents étrangers, ils ne sont pas français automatiquement, ils ont une nationalité française, et de bien français par simple déclaration, à leur majorité. Ils peuvent même l'être avant, notamment s'ils ont résidé, je crois, s'ils sont nés en France, ils ont résidé 5 ans avant leur majorité de façon continue. Et les parents peuvent même, je crois, à 13 ans, à 16 ans, les parents peuvent effectuer la démarche. Donc, ça veut dire que ces personnes ont une nationalité étrangère, donc binationaux votent. Je rappelle quand même qu'au Sénat, souvenez-vous, lors du traité de Maastricht, notamment, il avait été, le Conseil constitutionnel avait dit que le traité, notamment l'éligibilité des ressortissants européens aux élections municipales, qui était, je rappelle, un accord qui était en fait dû à une clause de réciprocité qu'on trouvait dans le traité de Maastricht, ne pouvait en aucun cas être électeur au Sénat, c'est-à-dire ni maire, ni adjoint, ou en tout cas électeur au Sénat, parce que c'est une souveraineté. Là, en effet, la chose est différente. Il s'agit de binationaux. Mais il y a beaucoup de binationaux. Il y a même des binationaux qui ont été ministres, à l'image de Madame Vallaud-Belkacem, avec les dégâts à l'éducation nationale, entre autres, qu'elle a fait. Mais
quelles seraient notamment, sur l'élection, à votre avis, au Sénat, les conséquences? Les conséquences, elles sont tout à fait logiques. C'est que si des gens qui ont été élus sur des listes qu'on peut considérer comme communautaires sont devenus conseillers municipaux dans leurs communes respectives, forcément ils deviennent grands électeurs. Les conseillers municipaux et les maires désignent aussi, selon les départements, désignent aussi ce qu'on appelle le deuxième collège, des gens qui sont désignés selon leur propre volonté, sans aucune restriction. Et évidemment, à partir du moment où vous avez un certain nombre d'électeurs sénatoriaux, vous pouvez avoir un sénateur issu d'un mouvement qui est proche d'une composante communautaire. C'est ça le truc. Et les sénateurs, comme vous le savez tous, ce sont les gens qui font la loi, au même titre que les députés. Donc, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas quelque chose de local, c'est pas réservé à la banlieue ou à la Seine-Saint-Denis, Marseille-Nord ou le Vaux-en-Velin. C'est quelque chose qui est très important parce que là, on voit qu'il y a vraiment une volonté. On l'a vu à Strasbourg parce qu'ils avaient été un peu trop loin avec les tracts en turc. Et on s'est aperçu, enfin les services sont aperçus que le candidat en question, il était piloté par la Turquie et par le parti d'Erdogan. Bon, donc je rappellerai aussi une autre anecdote. Il y a 6 ans, il y avait eu une tentative de créer un mouvement musulman démocrate, avec la justification qu'il existait un mouvement chrétien démocrate. Il est un fait qu'en Allemagne, en Italie, la démocratie chrétienne sont des partis d'importance qui ont été plusieurs fois au pouvoir. Donc ce parti mouvement démocrate, musulman démocrate, avait tenté de faire justement à Roubaix, de déposer une liste sous ce nom-là. Et donc, ça n'a pas été accepté parce que manifestement, ça avait été mal préparé et ça se voyait trop qu'il s'agissait d'une liste communautariste. Mais lors du refus par le Conseil d'État, je crois, ou par le tribunal administratif, du dépôt de cette liste, le chef de file avait dit « c'est pas grave, dans 6 ans, ça sera à nous ». Roubaix, 2020. On est en 2026. Qui est maire de Roubaix? David Guiraud, qui est parmi Un les éléments transfuge. les plus radicaux de la France insoumise, je Un rappelle. transfuge venu des Lilas, cher François. Voilà. Peut-être que Daniel Guiraud, à mon avis, sera peut-être dans 6 années grand remplacé, parce que Peut-être guide suprême. il n'est pas dit en effet. Je pense que de toute façon, tout ça n'est qu'une étape et que la France insoumise, vous savez, sera un jour grand remplacée par, de façon tout à fait légitime d'ailleurs, cette nouvelle France qu'elle revendique, qu'elle représente. Il n'y a aucune raison pour que cette nouvelle France, finalement, ne prenne pas les commandes. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça vous pourrait dire, notamment en termes d'ingérence étrangère auprès de ces nouvelles municipalités? Comment ça pourrait se matérialiser, se produire? Déjà, lorsque nous avons mesuré les phénomènes communautaristes islamiques, je parle bien, il y a eu des problèmes parce que, par exemple, pour le ramadan, l'Algérie envoyait des imams. Ouais, il faut le dire, avec l'accord total du gouvernement français. Absolument. À peu près 200 à 250 imams sont envoyés pour le ramadan par l'Algérie. C'est cela. Bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas que le patriarcat de Moscou envoie des prêtres orthodoxes pour le Grand Carême. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'orthodoxes convertis, cher Pascal Mas. Je ne sais pas, je ne connais pas ces gens. Bon, merci pour l'allusion. Mais donc, je veux dire, c'est quand même absolument hallucinant qu'à travers ce genre de pratiques, il puisse y avoir des influences étrangères parfaitement légitimisées et qui s'inscrivent dans la vie politique française. Bon, alors il y a d'autres exemples à l'étranger, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que si on se réfère à la Belgique ou aux Pays-Bas, la Grande-Bretagne, c'est l'influence étrangère, elle se matérialise de manière différente. Mais là, on a vraiment l'illustration cette année d'une volonté de la part de certaines communautés, alors peut-être manipulées d'ailleurs, hein, de peser sur la vie locale et, comme on l'a dit précédemment, éventuellement d'avoir une influence au niveau de la législation. Législation, par exemple, comment ça pourrait se conduire Un groupe de sénateurs qui pourrait se revendiquer d'un certain courant de pensée,
et même peut-être venus de plusieurs partis. Parce que c'est ça la chose, c'est qu'il n'y a pas que la gauche qui est Oui, tombée. on a constaté à Creil notamment que le candidat de la France Insoumise avait été élu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un candidat dit, entre guillemets, d'hiver droite, mais de la même origine communautaire notamment, qui s'était comme par hasard retiré et appelé à voter pour la France Insoumise. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a en fait un intrisme communautaire dans tous les partis, mais à la fin, disons on se désiste pour le mieux placé. C'est-à-dire que de LFI, par exemple, jusqu'à LR, on peut tout à fait avoir notamment l'entrisme communautaire. Ce qui s'est passé à Creil, il faut le rappeler, c'est que le candidat d'hiver droite, qui avait les mêmes origines, notamment communautaires que le candidat LFI, s'est retiré de façon assez surprenante et a appelé à faire voter pour le candidat LFI. Et vous faites bien de rappeler l'exemple de Creil, puisque c'est à Creil, dans le lycée qui était dirigé par le proviseur Ernest Chénière, lui d'origine antillaise, que sont apparus les premiers voiles en 1984, je crois. Voilà, c'est un héritage de M. Jospin, d'ailleurs, dont on salue la mémoire aujourd'hui. Et Mitterrand, dont il ne faut pas oublier, grâce à ces associations comme SOS Racisme, etc., a permis à ces méthodes de se développer. D'ailleurs, Julien Drey est très, très, très silencieux là-dessus. Pardon ? Julien Drey est très silencieux là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. On cache toujours cette turpitude. Cher Philippe Deveul, je suis sûr que vous êtes impatient d'intervenir avec nous et nous sommes nous aussi impatients d'avoir vos éclaircissements, vos positions sur cette question précise. Beaucoup de faits, d'éléments factuels ont été développés lors de l'intervention de Pascal. Qui est assez technique et assez distant vis-à-vis des événements. Et on peut s'apercevoir que ces résultats démontrent évidemment un changement de cartographie politique dans différentes villes, pas dans toutes, c'est dans certaines. Certaines qui sont quand même de grande importance, Roubaix, Saint-Denis, Creil, etc. Mais ça prouve évidemment qu'il y a une empreinte et une marque du grand remplacement par rapport à ce qui est la France traditionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a vu des drapeaux algériens, des drapeaux marocains, enfin on a vu des drapeaux de toutes sortes, sauf des drapeaux français. Et je veux dire, c'est le pire de ce qui peut arriver dans un pays qui tient à sa souveraineté, qui tient à ses traditions. Alors, évidemment, on peut parler d'ingérence. Alors, je vais vous en parler en termes de juriste. Je pense à l'article 411-1 de l'ingérence avec une puissance étrangère. Du code pénal, Du code pénal, oui, ouais. qui est réprimé, de 10 ans, voire 30, s'il y a l'intention de créer un conflit entre les deux pays, et je pense qu'on vise plutôt les 30 que les 10. D'ailleurs, je sais de quoi je parle, puisque le dernier dossier d'importance en matière pénale, c'est le dossier d'Anna Novikova qu'on accuse d'espionnage avec la Russie, et qui est, pendant ce que je vous parle, dans son 4e mois de détention préventive à la prison de Fleury-Mérogis, et qui est franco-russe, qui est russe depuis 2015, qui a 2 enfants français et qui a de lourdes charges de la justice pour le moment dans l'instruction. Elle n'est pas condamnée, elle est présumée innocente, bien évidemment. Et donc, il est vrai que la justice peut utiliser cet article pour mener des enquêtes, pour incarcérer les gens de manière préventive, pour éviter des dangers, etc. Et on s'aperçoit, avec l'exemple qui était donné avec ce candidat turc dans l'Est, qui était soutenu par le parti d'Erdogan, et d'autres sont soutenus par le Bili Coluche, qui sont des partis extrêmes islamistes, et qui font de la politique ouvertement, en toute liberté, en toute tranquillité, et qui, au demeurant, sont élus à la fin d'une campagne. Eh bien, tout ça, c'est très grave. C'est très grave pour l'avenir du pays, car en voyant ces résultats politiques, on a une cartographie exacte de ce que pourrait être une partition sur le territoire national, et ça viendra, c'est une question de temps, et à court terme, c'est plus à long terme. Parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'était déjà prévisible il y a 40 ans. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen, justement, dénonçait ce qui allait arriver aujourd'hui, qu'on a vilipendé, qu'on a... on a mis vraiment
au bout, on a placardé et exclu la société par rapport à ce qu'il pouvait dire et ce qui arrive aujourd'hui. Alors, si le peuple français est très content de ça, c'est son problème. Tant mieux. Je veux dire, s'ils veulent une diversité, ils veulent des influences de pays étrangers, des influences de pays étrangers sur leur territoire, ils sont servis. C'est fait. Voilà. Donc, il y a une possibilité de retourner en arrière, mais il reste plus beaucoup de temps. Mais elle est possible, il est possible ce retour en arrière, parce qu'on a vu, hein, la vie des pays, c'est des flux et des reflux. Donc, alors oui, alors le pire, c'est que tout cela rentre par le jeu démocratique des élections. Ils ne sont pas venus parachutés par des avions. Tous ces gens qui aujourd'hui euh, et- se revendiquent français, ils ont le droit de vote, ils sont français, mais qui imposent leurs traditions, leurs us et coutumes et leur religion. Et n'oublions pas qu'un des principes légaux, des principes constitutionnels, c'est la laïcité de l'État, et que l'on a vu des drapeaux algériens, marocains, qui, eux, imposent la religion dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas dans la Constitution française. Donc on a un exemple parfait de l'ingérence de pays étrangers sur notre sol national. Et tout ça sous les commentaires des uns et des autres, sans comprendre le danger qui risque de venir. Je vous rappelle que la France s'est battue lors de la Première Guerre mondiale de manière très dure pendant 4 ans pour repousser l'invasion allemande, et que ça a été la même chose. Alors là, on était envahi par les Allemands en 1940, et la France a retrouvé son indépendance, mais au prix de guerres très dures. Et là, étonnamment, après tous ces traumatismes, ces sacrifices de nos aïeux, de ces gens qui ont souffert, je pense à nos aïeux, chacun d'entre nous a des aïeux qui se sont battus, qui ont été blessés, qui sont morts. Eh bien là, aujourd'hui, on vous impose une ingérence étrangère, sans coup de feu, sans guerre, mais qui s'impose de manière politique par nos propres principes de liberté publique, par nos propres principes politiques, qui fait que, eh ben, ils sont là, et ils imposeront leurs lois. Alors, chacun est libre. Si vous voulez qu'on applique bientôt la charia, ou qu'on l'applique déjà, eh bien, il ne faudra pas venir se plaindre. Et là, on ne pourra pas parler d'état de droit, on ne pourra pas parler de liberté publique telle qu'on la connaît ou qu'on l'a connue. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que cela concerne toute la France, mais ça concerne certaines parties du territoire. Et d'ailleurs, je reprendrai les termes de François Hollande qui disait un jour ou l'autre, il y aura certainement une partition en France. Bon, tous ces gens-là ont été au pouvoir depuis 40 ans, ont eu les plus hautes fonctions et n'ont rien fait pour ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est une réalité politique. Alors évidemment, la France insoumise s'en nourrit. Et c'est sûr que ces gens-là seront très vite remplacés par les gens qu'ils promeuvent politiquement. C'est tout à fait leur droit, c'est tout à fait la logique. Mais il faut comprendre que ça ne se passera pas lors de débats houleux ou de réunions houleuses. Ce sera violent. Et beaucoup de chefs d'État étrangers l'ont prédit pour la France, et je pense à Bourguiba. Donc, c'est une constatation réelle et triste quand même, parce que pour tous ceux qui se sont battus pour ce pays, qui ont aimé ou qui aiment ce pays, eh bien, il faut s'attendre à des jours plutôt sombres. Merci Philippe Deveul. À moins que Pascal Mage ait quelque chose à rajouter. Oui, je voudrais Ouais. dire que il y a toujours eu des étrangers qui sont venus en France, dont certains ont été extrêmement brillants, ils ont apporté des choses considérables. Euh, En Seine-Saint-Denis, il y a un maire à Aulnay-sous-Bois qui s'appelle Bruno Beschisa, d'origine italienne, comme son nom l'indique. J'ai pas vu un seul drapeau italien lors de sa première élection. Et Bruno, c'est un ancien syndicaliste policier. Et pourtant c'est Aulnay-sous-Bois. Il est réélu brillamment à Aulnay. Il n'y a pas eu de phénomène communautariste italien. De même, avec les migrations qui sont arrivées dans les années 70-75, que ce soit des gens qui sont venus du Vietnam, du Cambodge, tout ça, ils ne sont pas venus. D'ailleurs, on ne les voit pas sur les listes. Hein.
On les voit pas. Ils participent pas au truc. Donc Oui, mais les c'est Italiens ne pratiquent pas la charia, mon cher Pascal. non, mais je parlais sur de l'influence Oui, de oui, communautés étrangères oui. établies en France ou d'origine étrangère. Donc, avec tous les gens qui sont en France, que ce soit des Italiens, des Polonais, les Polonais du nord de la, enfin, les descendants de Polonais du nord de la France, ils sont maires aussi du côté de Valenciennes, dans les petits bleds. Il y a des maires avec des noms que seuls les gens initiés comme vous et moi pouvons prononcer parce qu'ils sont d'origine polonaise. Mais ils sont pas, à part peut-être quelques spécificités culinaires, ils n'ont rien apporté ou imposé à la population. Là, on a vraiment une volonté bien spécifique d'imposer un mode de vie, un mode de pensée. Vous l'avez dit avec la religion, et ça je vous rejoins totalement Philippe et François, c'est autre chose, c'est un changement de civilisation, c'est un changement de culture, c'est un changement de société. Et ça, c'est vraiment le vrai projet de Mélenchon. Bien, merci. Nous allons passer au deuxième volet de notre émission, qui est bien sûr la guerre au Proche-Orient. Alors, vous savez, depuis bientôt 4 semaines, les États-Unis et Israël, conjointement, ont décidé d'attaquer le régime iranien pour plusieurs raisons. Le régime iranien, notamment, qui tend à fabriquer une arme nucléaire qui en est proche. On estime aujourd'hui qu'il sera entre 60 à 80% quant au stade d'enrichissement de l'uranium. Je rappelle que l'uranium, pour son utilisation civile, un enrichissement à 3,67% suffit, mais qu'à partir de 80, voire surtout 90%, on arrive au seuil notamment du nucléaire militaire. Donc pour ces raisons-là, notamment, les États-Unis, Israël ont entrepris notamment de réduire les capacités et peut-être pour Israël davantage de mettre fin, si possible, au régime de Mollah, qui, il faut le rappeler quand même, depuis 46 ans, a fait plusieurs centaines, voire millions de morts, et de récemment, notamment les répressions du début de l'année 2026, auraient fait au moins 55 000 morts, donc tout à fait considérable. Donc sa population est prise à partie, prise en étau et massacrée, avec en plus notamment des courroies de transmission qui sont actionnées par le régime de Téhéran, bien sûr le Hezbollah au Liban. Alors les Houthis pour le moment ne bougent pas, ils ont comme ils disent le doigt sur la gâchette, mais ils n'ont pas actionné leur capacité de nuisance. Mais on voit notamment un certain nombre de, de cellules, notamment pro-iraniennes en Irak, qui ont agi et malheureusement qui ont été à l'origine de la mort du major Arnaud Frion. On voit donc un conflit qui tend à se développer avec la question du détroit d'Ormuz. Alors, Israël et les États-Unis, en effet, ont entrepris de frapper le régime de Téhéran, avec bien sûr des frappes sur les endroits stratégiques, éventuellement les sites nucléaires, sites militaires, rampes de lancement, et puis également des assassinats ciblés, bien sûr le guide suprême Ali Khamenei, plusieurs personnages du renseignement, et surtout l'homme qui était la plaque tournante du régime, Ari Larijani. Alors, aujourd'hui, il semble quand même qu'avec les hésitations de Donald Trump, qui parle notamment de donner un délai de 48 heures à l'Iran pour d'Ormuz et puis qui revient dessus en parlant d'éventuellement de discussions. Alors, je ne sais pas avec qui la discussion, ça n'a pas été précisé. Peut-on dire, Pascal Mas, pour vous interroger en premier, qu'il y a entre Israéliens et Américains unité d'action, mais dissociation des objectifs? Certainement. Bon, effectivement, les objectifs sont complètement différents parce que pour Israël, ce conflit, c'est une question de survie, c'est une question d'existence. C'est comme on dit, un combat existentiel. Pour les États-Unis qui sont très loin, qui risquent pas d'être touchés par un missile, je dirais que cyniquement que c'est plus commercial. Et c'est plus économique. Donc, oui, les intérêts sont concomitants pour éliminer le régime de la République islamique, d'éliminer la puissance des mollahs iraniens, mais sur les objectifs à long terme, c'est tout à fait différent. Et on le voit beaucoup plus aujourd'hui parce que là, le fait qu'Israël a été touché avant-hier par des missiles balistiques qui ont fait d'énormes dégâts, là, c'est la population israélienne qui est touchée directement.
Et ce n'est pas la population américaine. La population américaine, elle veut se... D'ailleurs, au sein même du mouvement MAGA de Donald Trump, il y a des gens, il y a pas mal de gens qui disent, il faut arrêter ça, on avait dit qu'on ferait plus de guerre, ça ne nous concerne pas, c'est loin, on s'en fout, on n'a pas besoin de leur pétrole de toute façon. Donc, l'appréciation est différente. Donald Trump a les élections, les midterm elections, au mois de novembre. Donc, il y a des échéances qui sont, que la République islamique d'Iran ne connaît pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire que l'urgence qui pousse Donald Trump à agir comme ça, selon ce que l'on croit comme dans la précipitation, ce qui n'est pas le cas du tout, bien sûr, ce n'est pas le cas de l'Iran. Israël, c'est autre chose. Israël, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'existence. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque c'est comme ça, les Israéliens sont tous derrière le dirigeant, quel qu'il soit, et une fois que c'est passé, après, reprennent les discussions. Et je peux vous assurer que les discussions politiques en Israël, c'est autre chose que une campagne électorale municipale en France. Donc, c'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas la même chose. Mais bien sûr, les intérêts sont concomitants. Et évidemment, il y a une collaboration très étroite entre les deux pays, entre les deux armées, et y compris, je crois, aussi entre les services de renseignement. Alors, Philippe Deveul, peut-on parler donc de dissociation des objectifs, ce qui signifierait peut-être que le calendrier de la guerre serait soumis plus aux décisions de Trump et éventuellement peut-être une poursuite seule et par Israël seul. Est-ce que c'est envisageable? Déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il y a une dissociation des objectifs? Ah, déjà, il y a un calendrier politique évident, c'est-à-dire qu'il y a les midterms qui arrivent au mois de novembre, il y a aussi la base MAGA qui est contre une intervention des États-Unis dans des opérations militaires. Et puis, il y a aussi un intérêt supérieur et une sorte de décision. À mon avis, la décision a été instinctive quelque part, préparée par les États-Unis d'Amérique. Mais comme toutes les nations, quand on rentre dans un conflit, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on en sort. Il faut demander un peu aux Russes quand ils ont mené l'opération spéciale. Ça a commencé en février de 2022 et on est toujours en guerre. Et alors qu'on pouvait supposer que c'était une opération qui allait durer de manière à moyen court terme. Il y avait une décision à prendre. Pourquoi? Parce que c'est étonnant de voir l'agressivité et la volonté de l'Iran de régionaliser, voire d'internationaliser le conflit et de s'apercevoir que l'Iran dispose de missiles qui font plus de 4000 kilomètres de portée, donc qui est à portée de l'Europe, en visant la base de Diego Garcia, et euh, que je pense qu'ils n'ont pas l'arme atomique, ils étaient sur le point de l'avoir, et que compte tenu de leurs propos récurrents sur la volonté de faire disparaître l'État d'Israël, de menacer à tout prix l'existence de cet État, cela peut être très inquiétant, et non pas que pour Israël, parce qu'il suffirait d'un conflit nucléarisé dans la région. Si vous voulez taper Israël, vous tapez la Jordanie, vous tapez l'Arabie Saoudite, vous tapez le Liban, vous tapez tout. Avec la radiation, toute la région est touchée. Et comme ces gens sont quand même jusqu'au boutistes et ont la philosophie du sacrifice suprême, c'est pas rassurant. Et ce n'est pas rassurant non plus pour les pays occidentaux et notamment l'Europe. Donc, savoir si l'action de Donald Trump était justifiée ou pas, il me semble qu'il a eu une énorme responsabilité de prendre cette décision, qu'on est au bout de la 4e semaine de conflit, que les Américains ont dit qu'ils fixaient un conflit sur 6 semaines, donc on n'en est pas encore à la 5e, voire à la 6e semaine, que les États-Unis cherchent à trouver un accord pour pouvoir sortir du conflit, c'est tout à fait possible. Ce qui pourrait contrarier justement l'aspect de la politique israélienne qui souhaiterait aller jusqu'au bout, jusqu'au renversement du régime. Pour Donald Trump, certes,
ces objectifs militairement sont plus ou moins acquis, étant donné qu'ils ont détruit pas mal de centres vitaux militaires. Quoi qu'il y a quand même des surprises et des missiles qui sortent et qui partent, sachant que l'Iran est 2 fois grand comme la France, peuplé de 90 millions d'habitants. Donc c'est énorme. Alors on a ce problème avec le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Il semblerait que le refus des alliés des États-Unis, qui sont les premiers à vouloir un conflit avec la Russie, ont très peur de l'Iran, étonnamment. Et je pense évidemment à l'Europe, qui se rattache à chaque fois au bouclier américain, et que dès lors que l'Amérique est l'allié principal de tous ces pays occidentaux, et notamment de l'Union européenne, eh ben, il y a personne au bout du fil, où il n'y a personne pour dire OK, on est là, on va avec vous, sachant que Emmanuel Macron trouve un meilleur ennemi avec potentiel avec la Russie qu'avec l'Iran, qui a été notre véritable ennemi depuis le début. Hein. N'oublions pas Drakkar en 1982. Oui, absolument. Oui. N'oublions pas les attentats de la rue de Rennes, n'oublions pas les otages qui ont été retenus en Iran, les prisonniers politiques, et puis la nocivité du régime des Mollahs dans toute la région, avec le Hezbollah, avec les Houthis, etc., qui ont déstabilisé, qui ont détruit le Liban. Et la pusillanimité de nos dirigeants qui ont respectabilisé le Hezbollah parce qu'ils avaient des élus au Liban, des élus à la Chambre des députés libanaise, et qu'ils avaient aussi des guerrieros qui vendaient de la drogue pour se financer et qui faisaient concurrence à l'État national libanais. Donc l'influence iranienne a été plutôt désastreuse pour le Moyen-Orient et désastreuse dans nos relations économiques, combien même on a courbé les chines, combien même on fermé les yeux. Et là, Trump a pris une décision qui, me semble-t-il, aurait dû être prise déjà depuis très longtemps. Alors, beaucoup de gens, je profite de la parole que vous me donnez, se posent la question si ce conflit ne va pas nous entraîner. Alors, ce conflit nous entraîne dans une crise économique terrible, dans le sens qu'à 2 € le litre, aujourd'hui, beaucoup de Français sont obligés d'arbitrer entre aller travailler et prendre la voiture ou manger. Et que, à mon avis, le prix du pétrole ne va pas baisser aussi rapidement, que cela va entraîner un choc financier et économique terrible sur l'Union européenne, mais elle ne l'aura pas volé, compte tenu de la façon dont elle a géré les choses, notamment avec la Russie, en prenant différentes sanctions et en se privant d'une énergie à bas coût et abondante. Donc tout cela va remettre en cause beaucoup de choses au niveau européen. Et la grande question, la crainte de beaucoup, c'est de savoir est-ce que ce conflit va s'internationaliser, est-ce qu'on va rentrer dans une 3e guerre mondiale. Alors, je pense que la guerre, comme l'on vit entre l'Ukraine, l'Iran et les différents autres conflits au Moyen-Orient, internationalise le conflit sans que ce soit vraiment une guerre mondiale comme cela a été pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que cela dure, il y a toujours un risque d'embrasement, mais il faut savoir qui sont les alliés de l'Iran. Alors oui, l'Iran est un allié de la Russie, comme elle l'est aussi avec la Chine, alors sur des motifs économiques, sur un raisonnement, sur un format stratégique avec la Russie, qui n'est pas un format de défense. La Russie, elle a deux alliances de défense, et avec la Biélorussie et la Corée du Nord. Avec l'Iran, c'est un accord stratégique qui est des échanges au niveau énergétique et au niveau des armements et peut-être du conseil. Donc la question est de savoir est-ce que ça peut prendre une tournure dans une 3e guerre mondiale. Je n'y crois pas trop, parce que pour qu'il y ait une 3e guerre mondiale, il faut que les intérêts vitaux d'une nation, d'une puissance, et notamment comme la Russie nucléaire, soient engagés. On était plus proche d'une 3e guerre mondiale lors de la première semaine de l'opération spéciale en Ukraine que lors de l'opération militaire menée par Donald Trump sur l'Iran, conjointement avec Israël. Israël joue évidemment sa survie.
Ce conflit était prévisible et devait arriver un jour ou l'autre. C'est malheureux que ces régimes des mollahs soient aussi radicaux. Ils sont radicaux de manière politique, ils sont radicaux. Alors, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour le peuple iranien. Je garde de bons souvenirs avec des amis formidables iraniens. Mais je pense à ce peuple qui doit certainement souffrir de ce régime et qui, en l'état, ne peut pas vraiment inverser ou renverser les choses. Et d'un autre côté aussi, je conçois et je comprends l'alliance ou l'entraide entre la Russie et l'Iran, qui a un esprit tout à fait pragmatique dans le jeu euh, d'opposition ou d'antagonisme avec l'Occident, compte tenu du comportement des Occidentaux en Ukraine, de cette aide financière démesurée, de cette aide militaire à l'Ukraine sur un conflit qui aurait pu être réglé de manière diplomatique. Eh bien, je pense que je pense que tout le monde est à égalité et ex aequo en termes d'influence dans des conflits majeurs, et que d'autre part, il y a aussi des contradictions sur justement ce monde émergent des BRICS. Et là, j'interprète Pascal en disant que parfois, il y a des pays qui sont membres des BRICS qui ont une position alignée sur les États-Unis ou Israël, et je pense à l'Inde, qui est un des éléments très importants des BRICS mis en place par la Russie pour faire justement l'équilibre vis-à-vis de l'Amérique et de la dollarisation de l'économie. Donc, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'énigmes. Euh, il faudrait souhaiter qu'il y ait des failles dans le régime des mollahs. Il faudrait souhaiter que ce régime qui est en fin de course, quoi qu'il en soit, c'est un régime en fin de course. Hein, on a vu le cas aussi en Syrie avec Bachar el-Assad, qui s'est fait quand même éliminé et qui s'est fait dégager en une semaine du fait qu'il ne payait pas suffisamment son armée, qui a été remplacé par Al-Shara, qui aussi, lui aussi qui est un islamiste. Donc on est dans un jeu de go très sensible, avec des subtilités et puis une conséquence sur notre vie économique qui est évidente. Et je ne vois pas des conflictions immédiates. Il est possible qu'il y ait une surenchère de l'Iran dans les pays du Golfe s'il tape les centrales de déstabilisation, qui serait une catastrophe pour la région. Et donc on est dans un casse-tête pas évident, qui est assez compliqué pour Donald Trump en ce moment, mais qui est tout aussi difficile pour Israël, qui prend beaucoup de missiles et que le dôme de fer ne peut pas arrêter. Bien, Philippe Deveul, merci. Je voulais évoquer également, tout particulièrement, bien sûr, le cas du Liban. Bien sûr, le Liban, aujourd'hui, littéralement pris entre le marteau et l'enclume. Alors, nous évoquerons le Liban, mais avant tout, nous marquons une pause pour le passage d'un bobino. Me fait-on signe en technique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors, nous évoquions le Liban, bien sûr. Le Liban, on sait aujourd'hui où le Hezbollah, notamment, a littéralement pris le pays en otage. Hein. Le Hezbollah qui est présent à tous les niveaux, dans l'armée libanaise, dans les services de sécurité, qui tient le pays en otage, qui est une force beaucoup plus importante que l'armée libanaise elle-même, qui a décidé d'attaquer Israël, notamment à la suite notamment de l'élimination du guide suprême Ali Khamenei. Le Hezbollah a entrepris une campagne de tir de roquettes et puis maintenant de missiles sur Israël. Alors, on a entendu Emmanuel Macron dire qu'il fallait que le Hezbollah soit désarmé, mais que ça ne pouvait pas être par un pays tiers ou un tiers intervenant, notamment par l'armée libanaise. Alors, Pascal Mas, selon vous, est-ce qu'on a une chance de désarmer le Hezbollah et de quelle façon? Aucune.
Le Hezbollah est tellement incrusté dans toute la structure, parce que vous avez parlé de l'aspect militaire, et François, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Le Hezbollah est également présent au Parlement et au gouvernement libanais. Donc, c'est pas la peine d'essayer de dire que on va envoyer le Charles de Gaulle ou le je sais pas quoi pour aller désarmer un corps aussi constitué qu'est le Hezbollah, qui a d'ailleurs eu, et ça a été repris par certains journalistes, mais très très peu, qui a eu un rôle social également vis-à-vis de la population libanaise. Donc aujourd'hui, le Hezbollah n'est absolument plus présentable, même pour les Libanais, mais il a pu se développer parce qu'il avait également un rôle civil et social tout à fait conséquent. Donc les gesticulations de l'Élysée, ça n'a aucune valeur, comme pour dans de nombreux domaines, hélas. Mais je crois que la force la mieux informée et la plus cohérente pour pouvoir éliminer le Hezbollah, il ne s'agit pas de les désarmer, mais vraiment de les éliminer, c'est Israël. Oui, donc vraisemblablement, vous pensez que Israël, comme objectif, a pour objectif notamment d'éliminer le Hezbollah, et comment concrètement cela se pourrait se traduire? Une invasion d'Israël du Je, sud, parce qu'il faut rappeler que le Hezbollah est présent essentiellement dans le sud du Liban, mais également à la banlieue sud de Beyrouth, où se trouvent ses centres de commandement, qui sont d'ailleurs régulièrement frappés, centres de commandement, son centre financier, ses nœuds névralgiques, et également en endroit plus long et diffus dans la plaine de la Bekaa. dans un bécard, Donc exactement. pensez-vous que ça passe, selon vous, par littéralement une invasion du Liban et peut-être une prise de tutelle d'Israël? Ce ne serait pas la première fois, comme vous le savez, hélas. Bon, on a bien vu qu'à Gaza, c'est la même chose avec le Hamas. Israël n'a pas fait dans la dentelle, hein. Tout peut être discuté. Je pense que quand ça sera terminé, les historiens feront la part des choses de tout ce qui s'est passé. Néanmoins, en ce qui concerne le Hezbollah, aujourd'hui, le Hezbollah est directement pris sous contrôle par les Iraniens. Ce sont plus des Libanais chiites, ce sont des Iraniens eux-mêmes qui contrôlent le Hezbollah d'aujourd'hui. Et évidemment, c'est la même position qu'à Téhéran, naturellement, c'est qu'il faut aller à tout prix, le sacrifice, etc., ce qui a été évoqué par vous-même et par Philippe tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de discussion. Et je crois que M. Netanyahou n'est pas un homme qui met la diplomatie en avant lorsque l'existence de son pays est en cause. Donc je crois que l'armée israélienne probablement devra être contrainte d'intervenir de manière physique en entrant sur le territoire libanais et en pourchassant le Hezbollah jusque, je ne vais pas reprendre une autre métaphore, vous me voyez venir, mais jusqu'à la dernière cave de la plaine de la Bekaa. Philippe Deveul, à votre avis, quelle pourrait être la situation au Liban, et notamment est-ce que le désarmement du Hezbollah est quelque chose d'envisageable, par qui et de quelle façon? Il peut se faire militairement. Il peut se faire militairement. Et évidemment, ce n'est pas la pauvre armée libanaise qui pourra le faire toute seule. Je pense qu'Israël a fait un point d'honneur pour intervenir d'une manière très profonde et continue pour se débarrasser du Hezbollah, parce que le Hezbollah harcèle en permanence Israël. Donc, maintenant que les choses ont été faites, ils ont mobilisé 100 000 réservistes de plus. Il faut que militairement, et ça ne se fera pas sans casse, qu'ils les désarment. Alors, peu importe, c'est vrai qu'ils sont... alors, vous voyez, on parlait d'ingérence au début de l'émission, c'est un cas parfait de l'ingérence sur des pays qui sont soi-disant souverains, en disant que le Hezbollah, c'est l'Iran. Ce sont des chiites, et dirigés, pilotés, financés en partie par les Iraniens, et qui sont à la solde des Iraniens. Le Hezbollah n'a rien à voir avec, par exemple, les positions maronites ou druzes, ou même sunnites, parce que avec ce conflit, on voit bien que l'Iran menace les pays du Golfe. On se demande si l'Arabie saoudite n'a pas envie de rentrer dans le conflit contre l'Iran. C'est une vieille histoire. On avait vu ce conflit qui avait duré 6 ans entre l'Irak et l'Iran à partir de 1981, entre Saddam Hussein et l'ayatollah Khomeini, qui a été une guerre sanglante qui a fait je crois, 1 million de morts, donc, ou plus d'1 million de morts. Donc,
on est dans une situation très critique où le Hezbollah est un élément qui est plutôt nocif pour la région et surtout nocif pour le Liban. Il n'y a plus de politique menée au Liban. Le pays est ruiné, les banques ne marchent plus. Et tout ça est une accumulation des choses. Le Liban a perdu de son influence et de l'exemple que c'était de la Suisse du Moyen-Orient en 1975, de 1976, oui. Donc, ça a commencé en 75 quand les Palestiniens se sont installés avec des camps armés au Liban. Mais si vous voulez, c'est l'histoire qui se répète. Mais s'il n'y a pas la diplomatie et la politique n'a plus de parole. Ce qui commande, c'est l'action militaire. Si on veut se débarrasser d'une faction armée, eh ben, il faut lui répondre de manière armée et remporter le conflit. Et je pense qu'il n'y a qu'Israël pour réduire et arrêter neutraliser le Hezbollah de manière armée. Pourront toujours peut-être exister politiquement, mais si on ne met pas la main sur les combattants les plus farouches, sur les stocks d'armes, sur les stocks de missiles, etc., il n'y aura jamais de paix sereine entre le Liban et Israël. Bien, merci. Alors, parlons également dans ce conflit, notamment du choix qu'a fait l'Iran, difficilement compréhensible, d'attaquer notamment les monarchies du Golfe. Alors, notamment, sont frappés des intérêts pétroliers, financiers, aux Émirats, notamment à Dubaï, mais également Bahreïn. Alors, Bahreïn, il y a peut-être là une autre dimension, puisqu'il faut rappeler que Bahreïn, c'est une île et que sa population est chiite à 65%, dirigée par un émir sunnite qui était rentré en rébellion, et c'est de l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui avaient mis fin notamment à l'émeute, la contestation de l'émir de Bahreïn. Mais on voit également, chose plus surprenante, alors un pays comme le Qatar, qui pourtant a été réputé plus proche de l'Iran que tous les autres, être frappé à son tour, notamment son vaste terminal gazier. Le Koweït n'est pas en reste, est touché, et l'Arabie Saoudite aussi. Qu'est-ce que ça signifie, Pascal Mas, selon vous, cette attaque des pays sunnites? Est-ce que c'est une fuite en avant de l'Iran? Est-ce que l'Iran, à travers ces attaques, règle les comptes de 14 siècles quand même de conflits intra-islamiques entre sunnites et chiites? Ou est-ce qu'il y a une volonté stratégique, soit de voir ces pays rentrer en guerre, ou ce que moi je pense, parce que ces pays ne sont pas belliqueux dans l'âme, ce sont des pays qui ne sont pas nés de la guerre, contrairement à la plupart des États, mais qui sont nés d'une rationalité pétrolière, économique en général et pétrolière en particulier. Qu'à votre avis, que recherche l'Iran dans cette attaque quand même assez impressionnante des monarchies du Golfe? Alors, vous venez pratiquement de donner la réponse, François, c'est que l'Iran n'attaque pas les pays que vous avez mentionnés en tant qu'État, mais en fonction des intérêts économiques, bien souvent sous contrôle ou participation américaine, dans le développement. C'est-à-dire que l'Aramco, c'est quelque chose qui est plus important qu'un ministère en Arabie Saoudite. Alors, rappelez ce que c'est que l'Aramco. L'Aramco, c'est la société pétrolière. Donc, après les différentes crises, les pays ont nationalisé leurs entreprises pétrolières. D'ailleurs, c'est ce qui avait créé une crise en Iran. Avec l'installation du Shah, qui était justement quelqu'un qui était complètement dans la main de l'Aramco et de la British Petroleum. Et donc, ce sont ces intérêts-là que l'Iran attaque. Je rappellerai quand même, puisque Philippe a mentionné les BRICS, évidemment, vous savez bien que ça, c'est mon sujet favori. L'Arabie Saoudite, bien que n'ayant pas validé définitivement sa participation, mais les Émirats Arabes Unis et l'Iran sont rentrés dans les BRICS en janvier 2024. Et ça n'a pas empêché justement ce conflit, parce que les BRICS, ce n'est pas une alliance, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Et chaque pays est souverain, est pleinement souverain. C'est un des fondements d'ailleurs de ce club, de ce rapprochement de pays, c'est que chacun fait ce qu'il veut chez lui et pleinement dépositaire de sa diplomatie et de son activité, y compris lorsqu'il est en conflit avec d'autres pays membres des BRICS. Bon.
Bon, on a eu ça entre la Grèce et la Turquie à Chypre, mais ça n'a pas gêné grand monde. Bon, donc pour venir sur le fait que l'Iran attaque des intérêts des autres pays, des pays voisins, c'est exclusivement commercial. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout envie de rentrer en confrontation directe avec l'armée saoudienne ou avec le matériel de haute technologie qui est disponible sur les bases étrangères à Abu Dhabi ou à Dubaï. Donc, oui, à Dubaï ou à Abu Dhabi, enfin dans les Émirats. Donc, je ne crois pas que les Iraniens cherchent la confrontation de la même manière avec Israël. Il n'y a pas d'attaque sur les populations ou sur des objectifs civils dans les pays qu'on a mentionnés. Ce sont uniquement des attaques ponctuelles et pas forcément très ordonnées d'ailleurs, c'est assez étrange, sur des objectifs stratégiques, euh, mais économiques. Et d'ailleurs, Donald Trump répond de la même manière. C'est-à-dire que si vous continuez à attaquer les champs pétrolifères ou les raffineries, nous allons attaquer l'île de Harg et on va attaquer d'autres objectifs qui sont, eux, strictement économiques. D'où la dichotomie entre les intérêts israéliens et les intérêts américains dans ce conflit. Bien, Philippe Deveul, quelle est votre interprétation de ces attaques quand même assez impressionnantes de l'Iran contre les monarchies du Golfe? Bien, c'est bien joué quelque part en matière défensive de l'Iran, qui se sent victime de cette attaque israélo-américaine et qui essaye de montrer qu'elle peut jouer un rôle de poids dans la région en s'en prenant justement à des voisins qui certes se retrouvent, comme avec les Émirats arabes unis, dans les BRICS pour faire du commerce, en quelque sorte, et se rapprocher de l'influence russe dans une forme d'option qui répond à la dollarisation des échanges internationaux. Eh bien, ça prouve que l'Iran dispose d'un pouvoir de nuisance. Alors certes, ils ne bombardent pas les pays où ils n'envoient pas des missiles comme ils le font en Israël, où c'est véritablement une guerre à mort entre Israël et l'Iran, ce que l'on peut voir, parce que les missiles qui sont envoyés sur Israël sont des mastodons. Avec des sous-munitions qui sont là pour justement atteindre les populations et le moral d'Israël. Mais bon, je crois que les Émiratis sont aussi touchés. Je crois que Dubaï, beaucoup de gens sont partis, ont quitté Dubaï, qui était l'Eldorado du Moyen-Orient, et ont laissé presque armes et bagages sur place pour trouver un avion et partir de la région. Et que c'est vrai que ça met un coup d'arrêt à l'économie de Dubaï. Et ça montre aussi la vulnérabilité de ces Émirats, comme le sont les autres pays. Alors, attention, l'Arabie saoudite, elle est très bien armée. Elle a la plus grande concentration, par exemple, de chars Abraham dans la région. Elle pourrait très bien les utiliser pour faire une percée sur le côté ouest de l'Iran, pour avancer, étant donné que l'Iran n'a pas d'aviation, ce serait une possibilité d'intervention pour justement soulager la partie qui menace le détroit d'Ormuz. Mais l'Iran n'a jamais été de vrais amis, de véritables amis. Alors, ils invoquent un peu la Houma, la rue arabe, mais on voit très bien que l'Arabie saoudite, y compris le Qatar, ne critiquent pas de manière totale ou franche Israël. On dirait que ça les soulage justement qu'il y ait une intervention américano-israélienne en Iran pour justement affaiblir cette puissance militaire grandissante et menaçante compte tenu du contentieux que l'Iran a eu avec tous ses voisins pendant des années, et notamment des pays qui ne sont pas vraiment des pays guerriers. Donc, oui, il y a un pouvoir nocif de la part de l'Iran qu'elle peut encore intensifier dans le conflit. Et d'ailleurs, il reste encore dans les mains iraniennes des leviers stratégiques et militaires
qui peuvent faire beaucoup de mal économique dans la région et évidemment par ricochet au monde occidental. Les pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est plutôt la Russie qui voit le prix du pétrole grimper, qui profite un petit peu de cette situation et qui est arbitre. Et je pense que il y a une possibilité. J'essaie toujours de voir un côté positif dans les conflits. Je pense que ça pourrait être, ce conflit pourrait être une sorte de deal entre la Russie et les États-Unis pour mettre un terme de la guerre en Ukraine. Parce que cette guerre dure depuis très longtemps, elle est meurtrière. Il faut penser à tous ces gens de deux côtés qui sont tombés. Et il faut souhaiter aussi que de ce conflit renaisse une sorte d'espérance dans la région. Parce que les accords d'Abraham étaient quand même une belle main tendue pour la paix entre Israël et les pays arabes. Et c'est ce que tous devons souhaiter. Tous devons souhaiter. Et en espérant que le conflit ne dégénère pas dans un conflit hors contrôle. Et pourtant, il y a des signes qui le montrent. Alors, est-ce que les propos de Donald Trump sur la possibilité d'un accord avec des responsables, des hauts dignitaires iraniens pourraient amener à une déconfliction de cette affaire? Ce serait bien. Mais je pense qu'on est parti encore pour quelques semaines d'incertitude et de victimes et d'actions militaires des deux côtés. Alors, Philippe Deveul, vous avez mentionné justement la Russie, un deal avec la Russie. On voit quand même la Russie et la Chine. Je rappelle que alors, la Russie n'a pas d'accord, mais elle est considérée comme une alliée. Vous savez que la Russie passe peu de traités. Par contre, la Chine, elle, a passé il y a 4 ans, il me semble, un accord de coopération de 25 ans, coopération civile, militaire, sauf que notamment, il n'y a pas de clause défensive, c'est-à-dire pas d'obligation notamment d'intervention si l'un des deux pays est agressé. Alors, la Russie, la Chine, hein, Pascal Mas, vous qui êtes spécialiste des BRICS, on les voit peut-ils en retrait? Sont-ils en retrait? Et à votre sens, est-ce qu'ils vont, un jour ou l'autre, jouer un rôle plus déterminant dans ce conflit? Alors, ils ne sont pas du tout en retrait. Je vais parler de la Russie d'abord, la Chine ensuite. Il n'y a pas d'accord aussi abouti que ce que vous venez de mentionner, François, mais il existe un contrat, comme il en existait un avec l'Irak, qui date de l'époque soviétique et qui avait été initié à l'époque de l'URSS et avec la République islamique d'Iran. Mais c'est pas un accord d'assistance mutuelle comme ça l'était avec la Syrie ou avec d'autres pays, comme d'ailleurs la France a des contrats d'assistance mutuelle avec de nombreux pays, africains en l'occurrence. On voit bien comment ça se termine. Bon, donc là aussi, évidemment, comme Philippe Deveul vient de le mentionner, aujourd'hui profite bien sûr de l'augmentation du prix du pétrole. Et comme l'Union européenne complètement bloquée ne veut absolument pas entendre parler d'approvisionnement en gaz ou pétrole russe, elle le vend à la Chine et à l'Inde, qui ensuite le revendent, alors le vendent à des tarifs préférentiels et en monnaie locale, c'est-à-dire pas de dollars dans ce genre de transactions, mais par contre l'Inde et la Chine revendent ce gaz ou ce pétrole en dollars. Donc c'est gagnant-gagnant pour ces pays. La Chine, pourquoi je voudrais également aborder le sujet? Parce que la Chine est, elle, contrairement aux États-Unis ou à une grande partie de l'Europe, est très dépendante du pétrole iranien. Et vous l'aurez remarqué, les bateaux chinois, indiens et je crois thaïlandais, ils peuvent passer le détroit d'Ormuz sans problème. Alors que les autres sont menacés d'attaques éventuellement par les vedettes rapides iraniennes. Donc, c'est pas si simple que ça. La Chine
n'intervient pas directement dans le conflit. Il est un fait que le pouvoir de Pékin regarde ça avec le plus grand intérêt parce que les Chinois, les Japonais aussi d'ailleurs, ont extrêmement besoin du pétrole iranien qui n'est pas notre cas. Nous achetons du pétrole au Gabon, en Algérie, le gaz surtout d'ailleurs. On est moins dépendant. Il y a du pétrole fourni dans le Golfe Persique que les pays en question. Puis nous, la France, nous avons quand même notre parc nucléaire. Je pense que vous allez en parler tout à l'heure lorsque vous allez parler de la guerre de l'énergie. Voilà, donc la Russie et la Chine n'interviennent pas directement. Bon, la Russie, on peut le comprendre aussi, a une autre préoccupation qui s'appelle l'Ukraine, enfin le Donbass, mais la Chine, c'est autre chose. Et ce qui se passe dans le cadre de cette intervention israélo-américaine est également un bon prétexte pour les Chinois pour pouvoir dire, écoutez, vous êtes intervenus comme ça, nous, si on veut intervenir à Taïwan, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est quelque chose qui se dit aussi dans certains milieux de géopolitologues, c'est que là, il sera devenu impossible pour les Occidentaux de dire que le droit international, ceci, les accords, cela. Les Chinois, si un jour ils ont envie de s'occuper de Taïwan, ils le feront, ils diront, ce que vous avez fait en Serbie, ce que vous avez fait en Iran, vous n'avez rien à nous donner comme leçon d'éthique et de droit international. Alors, Philippe Deveul, justement, vous qui êtes un spécialiste notamment de la Russie, comment considérez-vous le rôle actuel de la Russie et comment l'envisagez-vous dans les jours, voire les semaines à venir? Il y a, Et la Chine la aussi, Russie. hein, pardon. Oui, oui, bien sûr. Pascal a un peu entamé le sujet. J'ai plus beaucoup d'arguments nouveaux à donner, mais déjà au niveau du droit international, il faut savoir que nous vivons un bouleversement, tout le monde l'aurait noté, un bouleversement dans notre forme de nouveau Yalta d'un monde multipolaire. On voit bien les limites des États-Unis quand même sur l'opération iranienne. Mais de toute façon, c'est impossible de régler un conflit en 3 semaines avec un pays aussi grand que l'Iran. Voilà. Donc c'est voilà. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la tête a été touchée du régime et que bon, pour les Iraniens, même s'ils arrivent à montrer qu'ils sont résilients, il y aura des conséquences politiques par la suite. Je crois que le régime est sacrément entamé et que la population qui avait montré un mouvement au mois de janvier quasi insurrectionnel et révolutionnaire peut ressurgir à tout moment. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, la Russie, personnellement, je pense que la Russie a un rôle à jouer évident et que je crois qu'elle doit savoir jouer ses cartes. C'est-à-dire que il faut trouver une solution pour l'Ukraine. D'ailleurs, c'était aussi très habile de sa part de proposer de vendre le pétrole et le gaz à l'Union européenne, et elle en aura besoin parce que nos dirigeants, jouant les matamores depuis leur palais doré dans les capitales, sont en train de comprendre, peut-être pas pour la France, parce qu'on laisse monter le prix de l'essence à la pompe, alors qu'il y a tout de suite la possibilité de baisser les taxes, et là, le consommateur, le travailleur pourrait franchir la vague. Alors que là, non, pas du tout. Hein. C'est encore, comme on dit, Nicolas qui paye. Donc, c'est le contribuable, c'est celui qui paye, celui qui est imposable, qui en prend plein la figure et qui, de surcroît, touche cette hausse des carburants et de l'énergie, touche de plein fouet l'économie qui n'était pas en grande forme. Je vous rappelle qu'en 2025, il y avait plus de 70 000 faillites, que ce système, de toute façon, ce système français économique n'est plus viable à terme. Hein, c'est pas possible de payer autant de charges, de taxes, que ce soit pour les professions libérales, les artisans, les TPE, les PME. Enfin, c'est insupportable. On ne peut pas faire face. Et avec les positionnements politiques de nos dirigeants, c'est intenable. Et là, l'heure de vérité va bientôt arriver. Donc c'est pour ça que je ne vois pas le calendrier, l'agenda. Je fais un petit détour au passage. L'agenda des élections présidentielles 2027 se passer comme sur un long fleuve tranquille. Donc la Russie a tout un rôle à jouer et je regarde, évidemment, j'observe
évidemment certains qui aimeraient aider de manière beaucoup plus objective et plus directe l'Iran et qui sont du côté iranien. Et puis d'autres qui sont, à mon avis, plus en recul, plus en retrait, et qui disent qu'il y a une opportunité justement de trouver un équilibre avec les États-Unis, parce que la chance que les Russes ont, c'est Donald Trump. Même s'il semble agressif vis-à-vis de ses alliés, même s'il s'en est pris à Maduro au Venezuela en allant le chercher. Je pense que la chute de Bachar el-Assad n'est pas du fait américain, mais plus du fait israélien. Je crois que Vladimir Poutine a un interlocuteur qui aime les deals, qui aime s'entendre et s'accorder sur des questions géopolitiques prégnantes et de trouver un accord. Je pense que dans les coulisses, ça doit être le cas. Il doit y avoir des négociations à très haut niveau qui restent évidemment secrètes, et il n'y a que comme ça que ça peut avancer, hein, parce qu'on ne va pas faire à chaque fois des déclarations dans les médias, mais de trouver un arrangement pour lever les sanctions de la Russie, en disant OK, nous, on a une aide technique militaire avec l'Iran sans engager davantage. Peut-être que si on peut trouver un arrangement sur l'Ukraine et sur le positionnement international avec la levée de certaines sanctions, je crois que la Russie a tout à y gagner. Non pas de s'engager davantage en conflit, mais en jouant le levier de la négociation avec Donald Trump. Alors, merci Philippe Deveux. Je voulais venir dans les moments qui nous restent, notamment sur l'énergie. Alors, justement, vous savez que la fermeture des détroit ou du moins la fermeture relative du détroit d'Ormuz a entraîné une flambée, notamment des prix d'essence. Hein. Je rappelle on est monté le week-end dernier à $120 le baril. On a un litre au-delà de gazole, d'essence, au-delà de 2 euros. À votre avis, est-ce que la France ne paye pas, alors je posais la question à Pascal Mas, notamment une remise en cause de son modèle énergétique, et quelles doivent être selon vous les priorités, notamment quant à ces approvisionnements internationaux? Bon, alors il y a plusieurs choses déjà dans cette histoire de prix de l'essence. Il y a le fait que il y a plus de la moitié, ce sont des taxes. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le... 60%, hein, C'est cela. rappelons-le. Et Hein. 60%, c'est plus que la moitié, hein, Pascal. Oui. Non, mais parce qu'il y a une taxe sur les taxes. En plus, c'est complètement... Oui, il y a la délirant. TVA en plus. Non, mais... Voilà, non, mais on ne va pas rentrer dans le système fiscal que vous connaissez bien, Philippe, mais c'est complètement ridicule. D'ailleurs, ça n'existe pas dans les pays voisins, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre Meloni et le Premier ministre espagnol ont pu immédiatement intervenir sur le prix du pétrole avec une baisse caractérisée de 25 centimes par litre. Bon, en ce qui concerne l'approvisionnement, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dépendants du pétrole du Golfe, la France. Bon, toutefois, le prix du pétrole est un marché mondial. C'est-à-dire que du pétrole qui est pompé au Gabon ou en Indonésie, bien qu'étant complètement éloigné de la zone de conflit, est vendu au prix du marché, c'est-à-dire au prix... bon, alors attention, c'est parce que ça change d'une heure à l'autre, hein, c'est comme la bourse, hein, c'est comme les céréales et tout ça, c'est pas un prix... Alors, il y a quelques contrats sur 30 ans, je vois par exemple en Russie, il y a des contrats sur 30 ans pour certains pays, donc avec un prix fixe. Mais sinon, c'est le prix mondial, ça c'est complètement dépendant de la volonté française ou européenne. Alors maintenant, l'approvisionnement, je crois que la France a été assez prudente en diversifiant ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Bon, il y a toujours la question du gaz algérien, mais je crois que ça s'est atténué. On n'est plus à l'époque de Mauroy et de Mitterrand avec le gaz qu'on payait 20% de plus que le prix pour simplement faire plaisir au régime algérien. Mais je crois que ça s'est terminé. Mais donc je crois que la France est plutôt bien placée, mais il faudrait sortir déjà. Alors là, c'est pas pour le gaz et le pétrole, mais par exemple le marché de l'électricité, c'est absolument inconcevable qu'on paye l'électricité plus cher
cher que les Allemands, alors qu'on a des centrales nucléaires qui nous permettent de produire de l'électricité la moins chère d'Europe. Alors là, il y a beaucoup de choses à voir. Malheureusement, on vient de sortir d'une période électorale assez fumeuse, mais là, on va rentrer dans une période encore pire. Et je crains que malheureusement, les décisions qui devraient être prises ne le seront pas. Philippe Deveul, votre point de vue notamment sur la stratégie énergétique que la France doit adopter? Déjà, jusque-là, ça a été nul. Donc, faire plus nul pour l'équipe qui nous a fait perdre notre souveraineté énergétique, je n'ai pas d'espoir. Évidemment que le marché de l'énergie, le marché de l'électricité est une escroquerie, c'est plutôt une affaire de financiers véreux qui achètent des lots d'électricité, qui les revendent à fort prix à des entreprises, alors que le coût des prix, et comme le disait l'excellent Loïc Lefranc et regretté le Floc Prigent, nous disait qu'on avait une électricité stable, continue, à bon marché, et que ce marché a tout fait exploser, quoi, au niveau des prix, au niveau du coût. Et puis évidemment, il y a eu la parenthèse escrologique, hein, qui ont influencé, qui étaient ultra minoritaires et qui nous ont mis dans une situation pas possible, parce que évidemment Fukushima était un traumatisme, mais c'était pas un accident de la centrale, c'était du fait d'une catastrophe naturelle, et que la centrale avait été mal conçue à cet endroit-là. Donc ça a fait peur à tout le monde, notamment Angela Merkel, qui a dit Fessenheim, il faut fermer, on a peur. Bon, lorsqu'on s'engage dans dans des politiques de haute technologie comme le nucléaire, on ne peut pas reculer comme ça. Et d'ailleurs, ces revirements sont tout à fait dommageables et catastrophiques pour l'économie française. Une industrie nucléaire, ça ne se ferme pas comme ça. On a basé notre système de dissuasion sur le nucléaire. On a besoin de nucléaire. Et il nous faut les meilleurs ingénieurs, il nous faut les meilleurs chercheurs au monde. Et dans ce système, comme la France, qui est vacillant, c'est très compliqué. Et je salue toutes ces équipes d'ingénieurs qui sont des professionnels, qui sont passionnés et qui mettent tout en œuvre justement pour qu'on ait une structure nucléaire qui tienne la route, et malgré justement les coupes budgétaires, malgré ces tergiversations politiques inutiles, qui arrivent à maintenir justement toutes ces centrales et tout ce dispositif nucléaire de l'armée française. Donc, malheureusement, on a les politiques qu'on mérite, parce que ces gens-là, on les élit. Je n'ai aucun espoir. D'ailleurs, on voit très bien que Emmanuel Macron se moque du sort des Français, et notamment lors de l'hommage national à l'adjudant-chef Dion, il a été pitoyeusement absent, d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est malheureux, parce qu'en fin de compte, il sait très bien qu'il ne va pas se représenter, ou alors, je ne sais pas, il a des calculs dans sa tête qui lui sont propres qu'à lui-même et pas au peuple français. On voit très bien que, normalement, la première des choses, c'était peut-être bloquer les prix au niveau de la pompe, ce qui n'a pas été fait, et puis ou de baisser les taxes. Ils n'en ont rien à faire. Voilà. Donc, merci Philippe Deveul. Il n'y a pas d'espoir à avoir sur la politique française. Nous arrivons au terme de l'émission. Une question d'auditeur. Quel est le nombre de têtes nucléaires israéliens? Alors, de mémoire, vous savez qu'Israël est un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération et qui en plus ne déclare pas ses armes nucléaires. De mémoire, Israël aurait 90 têtes. Hein, je rappelle, qui ont été faites à partir du centre nucléaire de Dimona, qui a été construit en grande partie grâce aux Français, la 4e République de Guy Mollet, et que le général de Gaulle, notamment, paraît-il, voulait démanteler, ou en tout cas ne voulait plus aider. Donc, Pascal Mas, c'est bien 90, c'est ça? Je n'ai pas été faire le compte. Philippe Deveul, vous avez des informations? Oui, les dernières informations confirment le chiffre que vous avez avancé, François. Oui, c'est bien. Le centre de Dimona qui a été touché, rappelons-le, et Israël qui s'est doté de l'arme nucléaire grâce aux ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique, et grâce à l'époque de l'Afrique du Sud, un régime notamment qui a toujours été proche d'Israël et l'avait soutenu.
Nous arrivons au terme de cette émission. Pascal Mas, merci de votre présence. Philippe Deveul, merci infiniment d'avoir pris sur votre temps à distance, d'être présent avec nous. Cher Philippe, c'est pas la première fois, mais c'est pas la dernière en tout cas que vous serez avec nous. J'espère vous voir très bientôt. Chers amis auditeurs, merci. Merci à la technique. C'était aujourd'hui Virginie, merci, qui était à nos côtés, que je remercie infiniment. Amis auditeurs, bonsoir et espérons-le dans 4 semaines.